Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très content de vous recevoir pour notre deuxième webinaire cette année-là. Ce webinaire-là sera animé par Madame Iman Choukri, conseillère pédagogique à l'Institut français. Et ce webinaire-là intitulé L'interaction dans l'enseignement du FLE en ligne. Du coup, l'objectif ou les objectifs de ce webinaire-là, c'est développer les techniques d'animation synchrone pour maintenir l'engagement, découvrir avec elle, bien sûr, les outils numériques adaptés à l'enseignement de FLE, développer les stratégies de motivation à distance, ce qui est maintenant, voilà, avec parfois les pandémies et tout ce qui s'est passé, on était plutôt dans ce mode d'enseignement, c'est l'enseignement à distance. Et à la fin, créer une dynamique de groupe, même en virtuel, pour ne pas tomber vraiment euh, dans des séances trop monotones. Comme d'habitude, pour les webinaires, bonjour tout le monde. Pour le webinaire, n'oublie pas qu'il y a onglet chat et questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer. Madame Iman Choukri va commencer le webinaire, elle va l'animer et puis on va laisser à la fin 10 minutes. Si vous avez des questions, vous allez l'écrire au fur et à mesure dans l'onglet chat et puis à la fin, on va lire ces questions et Madame Iman va vous répondre. Alors, je vous laisse avec elle. Je cède ma place à Madame Iman qui va commencer maintenant le webinaire et son animation. Bon webinaire à tout le monde. Bonjour tout le monde, bonjour Joseph, merci beaucoup pour cette introduction. Je suis ravie de vous accueillir à ce webinaire et j'espère que vous trouverez des réponses à vos questions si dans votre domaine d'exercice vous animez des formations ou des séances d'enseignement du FLE en ligne. Euh, alors, avant de commencer, un petit récit très rapide sur l'historique de mon début avec les cours en ligne, pour que vous sachiez si vous animez des séances en ligne, pour que vous sachiez que vous n'êtes pas les seuls à rencontrer des défis lors de l'animation d'une classe ou d'une séance de FLE en ligne. On a commencé les cours en ligne à l'Institut français d'Égypte pendant la pandémie et c'était une première pour nous. La première idée, c'était simplement prendre le cours en partageant les pages du livre et en expliquant et en écrivant l'explication sur le tableau blanc de Zoom ou sur un document Word. Mais ce n'est pas un cours en ligne. Ça, c'est simplement un transfert d'un cours en présentiel via Zoom. Un cours en ligne, c'est tout à fait autre chose. Il y a d'autres défis rencontrés dans un cours en ligne que ceux rencontrés dans un cours en présentiel. Il y a d'autres techniques, il y a d'autres besoins et d'autres contraintes. Et c'est ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui dans notre webinaire. Alors, comme Joseph l'a présenté, nos objectifs sont, premièrement, le développement des techniques d'animation synchrone. Et quand on dit synchrone, c'est-à-dire en ligne à 100%. Une séance où l'enseignant et les apprenants sont chacun chez soi ou pas nécessairement bien sûr chez soi, mais où on n'est pas ensemble dans le même endroit. Alors, comment animer une séance synchrone avec un objectif de maintenir l'engagement, bien sûr l'engagement des apprenants. Aussi, découvrir des outils numériques adaptés à l'enseignement du FLE. Actuellement, il y a, avec le développement technologique et bien sûr le développement de l'IA, il y a énormément d'outils à utiliser
Et un conseil avec lequel je commence, il ne faut pas vraiment se laisser se noyer dans tous les outils. C'était vraiment la première chose, le premier défi que j'ai rencontré, c'était que je trouvais devant moi énormément d'outils et je ne savais pas qu'est-ce qui vraiment allait mieux, qu'est-ce qui pouvait aller mieux avec cette classe, mais avec le temps, j'ai réussi à apprendre comment choisir le meilleur outil, le maîtriser et après aller à la découverte d'un autre outil. Ensuite, nous allons voir comment développer des stratégies de motivation à distance et à la fin, nous allons parler de la création d'une dynamique de groupe, même en virtuel. Alors, les fondamentaux d'une animation réussie d'une séance en ligne. Alors, d'abord, créer une présence enseignante forte. La présence d'un enseignant dans une séance en ligne compte beaucoup sur la présence de l'apprenant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire créer une présence enseignante forte? C'est-à-dire, l'enseignant ne doit pas être là seulement et avec le livre ou le document partagé, il est en train de taper et il ne regarde pas la caméra parce que regarder la caméra, c'est regarder l'apprenant et c'est garder l'apprenant actif avec moi. Aussi, structurer efficacement le cours. La structuration du cours est vraiment une étape très importante qui met l'enseignant lui-même à l'aise. C'est-à-dire, si je sais avec quoi je vais commencer. Ensuite, je vais procéder par quelle activité. Et les moments de transfert d'une activité à l'autre, ça c'est la bonne structuration. Ce n'est pas uniquement préparer les activités, mais avoir une sorte de feuille de route pour ma séance, un, 2, 3, et aussi chronométrer. C'est-à-dire pour chaque partie, je consacre combien de minutes. Et après, gérer l'espace virtuel. Alors, gérer l'espace virtuel, choisir un coin où je fais toujours mes cours. Voilà, ça c'est mon coin. Et voilà, derrière moi, il y a le sapin de Noël que j'ai pas encore enlevé pour mettre la décoration du Ramadan. Et avec un espace calme où il n'y a pas de bruit qui dérangeront les cours, qui dérangera le cours, pardon, et lumière très claire pour que l'apprenant puisse voir clairement le prof comme s'il était avec lui. Alors, ce sont des fondamentaux pour l'animation d'une séance en ligne. Aussi, parlons de la création d'une présence de l'enseignant, une présence forte, c'est l'utilisation du non-verbal, le regard et les gestes, tout ça c'est important. Mais attention, parce que aussi dans le non-verbal, il faut faire attention à ces grimaces, parce que en tant qu'enseignant, je suis un être humain, un étudiant qui répond mal, qui fait une erreur, même une erreur gravissime, par exemple, dans un niveau élevé, il fait une erreur, je ne sais pas, qui vient d'un niveau A1, ça pourrait parfois, comment dire, pas exprès vraiment, je fais une grimace et ça, c'est pas positif à mes élèves. Je dois toujours avoir des réactions plutôt positives que négatives. D'accord? Alors ça, c'est très important c'est le cadre d'un cours en ligne. Ensuite, quand je parle de la création d'une présence enseignante forte, on a parlé de l'importance de la communication non verbale, le regard. Un enseignant ne doit jamais animer un cours ou une séance sans la caméra allumée. Les expressions faciales sont importantes et toutes les expressions gestuelles aussi.
Aussi, le rythme de parole, c'est très important. Mon rythme de parole, mes pauses doivent être stratégiques. Et les rythmes de parole et les pauses sont en relation avec la structuration de mon cours. C'est-à-dire, si la structuration de mon cours est claire devant moi, est très bien préparée et calculée, je n'aurai pas des pauses longues qui pourraient entraîner l'ennui chez mes apprenants. Alors, mes pauses entre mes activités et mes pauses pendant que je parle sont aussi très importantes et qui peuvent être un facteur soit qui maintient l'attention des apprenants, soit qui est vraiment un facteur de distraction. Le décor, l'éclairage, comme on a dit, oui, professionnel, mais aussi ça pourrait être adapté. C'est-à-dire, si j'anime des séances avec un public adolescent, ça serait vraiment très attrayant d'avoir peut-être un décor attirant. Pourquoi pas? Il faut s'adapter au public auquel on présente notre séance. Ça, c'est très important. L'adaptation, c'est un ou une des compétences majeures et nécessaires pour un enseignant qui anime des séances en ligne. Ensuite, quand je parle de la structuration efficace de mon cours, d'abord, la règle des 10 minutes. Alors, dans mon cours, je ne dois pas me mettre plus de 10 minutes sur une activité ou une partie, ou même une compétence. C'est-à-dire, varier les compétences, c'est très important. C'est-à-dire, maximum 10 minutes par activité et par compétence. Si je travaille une compréhension écrite, je dois ensuite, maximum 10 minutes, je dois varier après, changer et aller vers peut-être un travail sur le vocabulaire. Et là, en travaillant le vocabulaire, je dois varier mes activités pour que ça soit pas un rythme monotone. Et on va voir ensemble les outils à utiliser pour travailler le vocabulaire, pour travailler les notions grammaticales et pour faire engager les apprenants. Aussi, alterner input et output. Input, c'est-à-dire la réception et output, c'est la production. Et ça change selon, comment dire, l'enseignant et l'apprenant. Pour l'enseignant, le output, c'est-à-dire pour l'apprenant, c'est la réception. Et l'input pour l'enseignant, ça veut dire c'est la production des apprenants. Ensuite, quelque chose de très intéressant qui réussit toujours à garder l'attention et vraiment engager les apprenants, c'est la création des rituels d'ouverture et de clôture de séance. Alors, un rituel, vous savez c'est quoi? C'est une pratique que je répète à chaque séance, soit en démarrant ma séance, soit en terminant ma séance. Alors, comme quoi, quel exemple de rituel je peux mettre en place au début de ma séance? C'est le moment de l'accueil de mes apprenants. Et une des choses très intéressantes qu'un enseignant doit développer avec ses apprenants, c'est les connaître bien. D'abord, en première séance, je connais leur nom, prénom, leur état civil, situation familiale, leur profession, leur loisir, d'accord? Connaître leur famille. Et après, chaque séance, en créant le rituel, je peux jouer mon rituel sur un de ces éléments. C'est-à-dire, je commence par exemple par une image avec des emojis, emoji souriant, emoji triste, emoji fatigué, emoji en colère, et tatati tata. Et je commence à poser la question aux apprenants. C'est la première minute, les premières 2 minutes de la séance. Alors, quel emoji exprime votre état
et, et votre humeur maintenant. Chacun va choisir un emoji et dire pourquoi. Ben, maintenant, je suis fatiguée. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Parce que j'ai passé 2 heures pour rentrer chez moi. Je suis très content. Pourquoi? Parce que je suis sortie avec mes copains ce matin où j'ai pris le déjeuner avec mes copains où j'ai mangé un bon plat. Ma femme, ma mère m'a préparé un bon plat pour le déjeuner. Si votre cours se passe le soir. Et ça, c'est un exemple. Ensuite, un rituel, si ma séance vient après le week-end, je commence par, voilà, mettre aussi peut-être une image ou un document avec une variété d'images d'activités de week-end et je demande à mes apprenants, alors, parmi ces activités, qu'est-ce que vous avez fait pendant votre dernier week-end? Et chacun choisit une activité. Et si quelqu'un voudrait présenter une activité qu'il a faite, mais qui ne figurait pas sur mon document, pourquoi pas, c'est très bien. Mais l'objectif est de faire parler tous les apprenants un à un, les appeler un à un pour qu'ils participent, pour qu'ils disent une ou maximum deux phrases. Aussi, parmi les rituels d'ouverture de séance, par exemple, quand ma séance coïncide avec un événement, comme, je sais pas, peut-être le Nouvel An, une fête, je demande, ma question, c'est où je mets le nom de la fête et je demande aux apprenants de me dire qu'est-ce qui leur vient en tête quand ils voient le nom de la fête ou cet événement-là? Alors, ça, ce sont des rituels d'ouverture de séance qui vraiment mettent un peu de communication très courte, qui ne doit pas vraiment dépasser 2, 3, maximum 4 minutes, 5 minutes au maxi au début de la séance. Les rituels de clôture de séance sont différents. Alors là, je n'ai pas besoin de faire des rituels pareils, mais mon rituel de clôture de séance, c'est pour voir une sorte de récap de tout ce que nous avons fait. Qu'est-ce que nous avons fait aujourd'hui ensemble? On a commencé par quoi? Ensuite, on a fait quoi? Et après, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce que, en grammaire, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? En lexique, quel vocabulaire vous avez appris aujourd'hui? Et comme devoir, qu'est-ce que j'ai donné comme devoir? Et ça, c'est un rituel très intéressant qui attire l'attention même des apprenants qui étaient peut-être à un certain moment distraits à quelque chose que nous avons travaillé pendant la séance. La création des rituels et les maintenir toujours dans les cours et les varier, ça c'est une première étape vers le maintien de l'attention des apprenants. Ensuite, quand je parle de gérer l'espace virtuel, on a parlé de plusieurs éléments très rapidement. Les fonctionnalités essentielles sont les caméras, le micro, le chat et la salle d'attente. Normalement, moi, parmi les personnes qui préfèrent activer la salle d'attente, pour savoir qui rejoint mon cours. Parfois, mes apprenants rejoignaient les cours par un appareil qui n'est pas les siens. Une étudiante rejoignait le cours avec l'ordinateur de son fils, de son mari. Je vois un nom que je connais pas. Alors, je pose toujours la question, j'envoie un message. Ça, c'est très important en tant que sécurité pour moi et pour les apprenants, bien sûr, qui sont avec moi. La caméra, le micro, parfois certains ordis, le micro direct n'est pas trop fort, alors on a recours soit à des oreillettes ou à des casques, ça c'est très important. Le chat aussi est un outil très important dans la gestion de l'espace virtuel
Et là, c'est un peu une contrainte pour l'enseignant. Parfois, il y a des apprenants qui n'arrivent pas à parler, à participer en activant leur micro. Une maman qui a un bébé qui pleure. Et je vous parle de, des cas que moi, personnellement, j'ai eu. J'avais une maman qui venait d'accoucher il y a 10 jours et qui assistait à son cours parce qu'elle voulait pas arrêter les cours. Et elle m'écrivait dans le chat, excusez-moi, madame, je peux pas allumer le micro parce que mon bébé est en train de pleurer, mais je vais participer dans le chat. Ça aussi, il faut l'accepter de mon point de vue, oui, parce que le choix d'un cours en ligne vient pour des apprenants pour compenser l'impossibilité d'assister en présentiel et avec certaines raisons et pour donner l'occasion à certaines personnes qui n'arrivent pas à assister à des cours en présentiel de participer malgré la situation dans laquelle ils sont. Une personne qui assiste qui est dans son travail le soir pendant un cours ou deux cours et il n'arrive pas à participer à l'oral, pourquoi pas accepter qu'il participe dans le chat. Aussi, établir des règles claires de participation. Alors, nous allons toutes et tous, pardon, être d'accord que un des problèmes des cours en ligne, c'est les caméras fermées. Et je comprends ça très bien. J'ai vu ça, je l'ai vécu pendant pas mal de temps. Et il n'y a pas de, on peut pas imposer aux apprenants d'activer le caméra. Sauf si, par exemple, je suis enseignante dans un établissement scolaire et j'assure mes cours avec mes apprenants et c'est la règle imposée par l'établissement scolaire pour ces apprenants qu'ils doivent allumer la caméra et là, il n'y a pas d'exception. Les apprenants doivent savoir qu'un cours en ligne, c'est comme un cours en présentiel avec dans une situation et dans des circonstances différentes. Mais avec des adultes, c'est un peu difficile, mais ça vient avec la conviction, la motivation, mais il n'y a pas la possibilité d'imposer. Ce n'est pas possible. Et le jeu ici, c'est le jeu du prof. C'est que il doit avoir une compétence de conviction, de négociation, même si une fois oui, une fois non, il faut accepter et motiver et encourager. D'accord? Alors, ensuite, établir parmi les règles à établir comment on va communiquer, comment on va répondre. On va pas allumer les micros et répondre ensemble. Ça, ce n'est pas possible à gérer dans un cours en ligne. Alors, on met certaines règles au début d'une séance en ligne. Euh, tous les micros seront sur le mute, seront désactivés et la personne qui va répondre uniquement allume ou active son micro et la personne qui souhaiterait poser une question doit utiliser les réactions. Vous avez bien sûr les réactions que tout le monde peut utiliser. Je ne pense pas que ça soit actif ici parce que c'est un mode webinaire, mais dans les modes courts, il y a les réactions avec la possibilité de lever la main et de baisser la main. Alors là, ce sont des règles à mettre qui facilitent la communication après. Ensuite, anticiper les problèmes techniques. Comment? Alors, normalement, comment je fais? Euh, euh, je dois tester mon ordinateur, mon micro, ma caméra avant. Mais il y a parfois des problèmes qu'on peut vraiment pas gérer, comme la coupure d'électricité. Pour cela, euh, j'avais trouvé une solution. J'ai trouvé sur le marché une sorte de power bank très fort que je charge toujours avant mes cours et avec des câbles, un power bank pour la box Internet et comment dire et un autre pour l'ordinateur. Mais parfois,
ça coûte cher et on peut pas vraiment faire ça. Pas tout le monde peut faire ça. Mais pourquoi pas si on a un taux de travail en ligne vraiment très important. Voilà, ce sont des anticipations pour les problèmes techniques. Aussi, il faut tester tous ces documents avant le cours, les documents Word, les documents PDF, les images. Il faut vérifier que les vidéos que je vais travailler pendant la séance fonctionnent bien, le son est bien et tout cela. Et si je travaille sur Zoom, je dois être sûr avant le cours, 15-20 minutes avant le cours, que quand j'allume Zoom, il n'exige pas une mise à jour parce que la mise à jour de Zoom dure parfois très longtemps et ça peut me bloquer avant le début de ma séance. Ensuite, voilà, tente de la voix, brise-glace. On va, Imen, Ahmed, merci, on va parler de la brise-glace dans un moment. Ensuite, on parle de quoi? On parle de notre deuxième partie, c'est les techniques d'interaction et d'engagement. Et là, oui, on va parler peut-être de brise-glace. On va parler de trois points principaux. Les outils d'interaction instantanée, les activités collaboratives et la gamification d'un cours ou d'une séance. D'abord, les outils d'interaction instantanée. Alors, je peux utiliser des sondages en direct. Zoom nous donne la possibilité de créer un sondage, on appelle ça Zoom Poll, ou aussi on peut utiliser le site web Mentimeter ou le site web Wooclap. Wooclap. Attention, chers collègues, tous ces outils ont sur YouTube des tutoriels en français, en anglais, en français, expliquant toutes les étapes depuis la création d'un compte sur ces sites web, la création des activités. Et là, on va voir un peu ensemble aujourd'hui comment on peut adapter ces outils à nos objectifs. D'accord? Zoom, on peut créer un sondage sur Zoom, sur Mentimeter, sur Wooclap. La question qui se pose maintenant, à quoi ça sert un sondage? Ah, c'est important. Par exemple, si je travaille avec un public du niveau A1 et le thème que je travaille, c'est les loisirs, d'accord? Et je voudrais que tous les apprenants participent en même temps, je peux créer un sondage où je mettrai tous les loisirs, toutes les activités sportives, les activités artistiques, les activités culturelles, les noms des activités. Et je demanderai aux apprenants, je partagerai le lien avec les apprenants. Il y a différents moyens pour partager, soit le lien, soit un code, soit un QR code. Tout ça, c'est possible, mais choisissez toujours le moyen le plus facile pour votre public. Et là, les apprenants vont cocher dans le sondage les activités qu'ils aiment, qu'ils pratiquent, activités que j'aime, activités que j'adore, activités que je pratique. Et là, dans le sondage, avec les noms des activités, et les élèves vont cocher les activités qu'ils aiment, les activités qu'ils adorent, les activités qu'ils choisissent. Et là, après, comment dire, je présente le résultat du sondage en disant, voilà, il y a 5 personnes aiment le tennis, 10 personnes adorent le football, 13 personnes aiment le cinéma, 12 personnes pratiquent le jogging et ainsi de suite. Je commence à faire des phrases et ce n'est pas nécessaire que moi, je présente les résultats du sondage. Il se peut que c'est possible que je demande à mes apprenants de présenter eux-mêmes les sondages un à un, lit une phrase, présente un des résultats en structurant une certaine phrase que je voudrais systématiser. Alors, aussi,
tableau blanc collaboratif. Un tableau blanc collaboratif. Comme quoi? Par exemple, si j'utilise l'application Teams, le tableau blanc de Teams pourrait être collaboratif selon les paramètres que je vais activer. Collaboratif, c'est-à-dire que tous les apprenants peuvent écrire, taper des réponses, des idées sur le tableau en même temps. Mais moi, je ne préfère pas bien, si vous travaillez sur Teams, je ne préfère pas beaucoup l'utilisation de son tableau blanc avant une très bonne découverte de la part de l'enseignant parce qu'elle est un peu sophistiquée. Par contre, il y a d'autres moyens pour utiliser des documents collaboratifs sur lesquels les apprenants travaillent au même moment comme la Digipad, je vais vous montrer ça aujourd'hui, la Digipad, Padlet et peut-être Google Doc. Aussi, pour l'interaction, utilisation des emojis pour le feedback rapide. C'est-à-dire, par exemple, je vais vous demander, je sais pas, de me mettre une réaction des emojis si jusqu'à maintenant le contenu vous intéresse. Vous pouvez le faire, mais pas dans le chat. Utilisez, oui, Learning Apps, Iman, je vais en parler, très bien. Si vous pouvez voir les emojis, vous pouvez les utiliser pour me dire si ça marche bien jusqu'à maintenant. Je sais pas. Mettez-moi un cœur peut-être. Sinon, vous pouvez les mettre dans le chat, hein. Utilisez les emojis dans le chat. Ah, vous écrivez que... Voilà. Merci Nesrine Ali. Il y a des emojis? Oui, d'accord, très bien, merci Dalia. Ah, Daniel Nabil, notre collègue de l'IFE? Sarah, Marlène, Riam, merci, super, voilà. J'adore. Et une fleur, applaudissements, j'adore. Ah, Siem, bonjour. Merci beaucoup. Merci. Très bien. Alors, je vous remercie infiniment. Ça me fait grand plaisir, vraiment, de voir que ça vous intéresse. Alors, ensuite, le nuage de mots pour le brainstorming. Moi, j'adore ça. Écoutez, j'adore le brainstorming, les techniques de brainstorming et les nuages de mots. J'explique ça. Peut-être il y a des collègues qui ne connaissent pas vraiment le brainstorming. Alors, le brainstorming en anglais, c'est le remue-ménage en français. C'est quand vous bougez les connaissances de vos apprenants et vous commencez votre cours ou votre thème avec ce que les apprenants connaissent pour leur donner de la confiance et après vous allez vers l'inconnu pour eux. Alors, par exemple, j'imagine, je travaille avec un public début ou moyen à deux, le thème du voyage. Et je vais commencer le brainstorming en disant à mes apprenants, et ce que je dis, je le fais en présentiel et en ligne. Et on va voir en ligne comment le faire. Je commence à dire à mes apprenants, alors, maintenant, notre thème, c'est le voyage. Quel est le vocabulaire que vous connaissez qui est en relation avec le voyage? Quand je dis voyage, qu'est-ce qui vous vient à la tête? En classe, en présentiel, les apprenants vont parler. Ils vont dire avion, plage, ski, musée, la France, Paris, la Tour Eiffel, Luxor et Aswan, je sais pas quoi. Tout ça, c'est bien. Mais comment le faire en présentiel? Si tous les apprenants ouvrent le micro et ils parlent tous ensemble, ça va être le bazar. Non. Alors là, il y a deux possibilités. Soit avant le cours, moi je prépare un nuage de mots, je vais vous montrer c'est quoi un nuage de mots, soit j'utilise Mentimeter, je peux utiliser Mentimeter pour créer un nuage de mots avec mes apprenants. Comment? Alors sur Mentimeter, je choisis l'option nuage de mots et je mets le mot principal qui est voyage, j'envoie le lien à mes apprenants et je leur demande d'écrire tout le vocabulaire qu'ils veulent, qu'ils connaissent autour de ce sujet voyage. Et après, quand ils auront terminé, je vais montrer le résultat du nuage mot aux apprenants où ils vont voir ce qu'ils ont fait
Et moi, je vais corriger s'il y a des erreurs d'orthographe, je vais le corriger à l'oral et je peux garder le nuage de mots comme une image. Et voilà, je vous montre un modèle de nuage de mots ou nuage de mots sur le thème du télétravail. Regardez avec moi. Voilà. Alors, par exemple, ça, c'est un nuage de mots sur le vocabulaire, sur le télétravail. Esprit d'équipe, absent, croissance, exemplaire, productif, télétravail, efficace, encouragement, étonnant, présentiel, anormal. Et là, chaque apprenant met le vocabulaire qu'il connaît. Ça, c'est un moyen ou c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est que moi, je prépare un nuage mots avec le vocabulaire du prérequis de mes apprenants, bien sûr, un prérequis qu'ils doivent connaître, même si leur niveau n'est pas très fort ou fort, le prérequis par rapport au niveau que j'enseigne maintenant. Dans le A2.2 par exemple, je sais que mes apprenants ont développé un certain répertoire dans le A1 et dans le A1.2 autour de ce thème voyage. Ils ont appris les moyens de transport, ils ont appris les activités à faire dans un voyage, ils ont appris un certain vocabulaire sur l'hébergement, un hôtel, un studio, ainsi de suite. Ils ont développé un répertoire autour des verbes à utiliser, voyager, visiter, aller, regarder, faire une activité. Alors, je prépare avec le vocabulaire qu'ils sont censés connaître en incluant le nouveau vocabulaire que je souhaiterais introduire dans le cours et je leur demande de trouver le vocabulaire qu'ils connaissent et de poser des questions sur le vocabulaire qu'ils connaissent pas. Et moi, je préfère toujours, dans l'explication du nouveau lexique, l'utilisation des images, pas la traduction vers la langue maternelle, ni vers la langue étrangère. Si mes élèves sont anglophones, je ne préfère pas la traduction ni vers l'arabe, ni vers l'anglais. Je préfère toujours préparer un document avec le nouveau vocabulaire au-dessous, chaque mot au-dessous de l'image qu'il montre. D'accord? Mais j'accepte si un apprenant voudrait s'assurer qu'il a bien compris, qu'il me dit, par exemple, Madame, est-ce que la mer, la mer c'est El Bahr? Oh oui, j'accepte ça. Au niveau A1 et A2, j'accepte s'ils veulent s'assurer qu'ils ont bien compris. Et ça, c'est une activité engageante parce que les apprenants n'ont pas peur de mettre un mot, deux mots ou trois mots. D'accord? Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? C'est bon. Ah, ok, voilà, j'ai un message ici. Iman, Ibeda ou Abada, à l'aide de Mentimeter, je peux leur poser une question. Que représente pour vous l'école ou le travail et les apprenants comment? C'est très intéressant, oui, mais bien sûr, c'est très important. C'est très important de faire attention à l'adaptation par rapport au niveau avec lequel je travaille. C'est-à-dire, l'utilisation de l'outil doit être adaptée au niveau des apprenants, au niveau, c'est-à-dire au niveau linguistique, mais aussi au niveau de l'activité, mais aussi au niveau de mes apprenants. Je dois être capable de détecter les connaissances dans la technologie de mes apprenants. Quelque chose que je fais, mais je ne sais pas, ça c'est moi. euh, Yani, j'espère que vous êtes, je suis sûre que vous êtes des gens vraiment motivés pour votre travail. Moi, j'adore préparer, avant de commencer un cours, pas une séance, tout un cours, un certain document explicatif, d'accord, avec des images que je monte, un montage, je fais un montage, en expliquant comment utiliser les outils. Et bien sûr, c'est fait une fois développer ou améliorer ou modifier chaque, je ne sais pas, 3, 4, 5, 6 mois.
avec les outils que j'utilise. Par exemple, moi, j'utilise Digipad, Padlet, WorldWall, WooClap, Quizlet, Learning Apps. Alors, je leur mets des explications très simples dans un document avec des images dans les étapes et je le transforme en PDF et je le partage avec mes apprenants au début. Si mes apprenants sont au niveau A1, d'accord, à un point 1, je le mettrai peut-être aussi en anglais et en arabe. Je ne dois pas compliquer la vie de mes apprenants. J'essaye de la simplifier. Et au niveau A2, je peux mettre uniquement le français, mais s'il y a des questions, ça va. J'y réponds, mais pour leur faciliter l'accès aux outils que j'utilise. Et j'essaye pas d'utiliser énormément d'outils. J'essaye toujours de me limiter à trois, quatre outils en fonction du niveau que j'enseigne. D'accord? Bien sûr, pour les activités collaboratives, c'est très important. C'est méga important dans un cours en ligne parce que l'interaction doit être euh, ou est vraiment la clé de la réussite d'un cours en ligne. L'interaction n'est pas uniquement, moi je vais poser une question et j'attends de voir vos réponses ici. Donnez-moi interaction. Interaction, ça veut dire quoi? Pas une explication. Interaction qui avec quoi? Vous pouvez me répondre dans le chat? Les nuages de mots aident à mémoriser les mots et en même temps développent la motivation. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Alors, quand on dit Ola Al-Dweik, je connais ce nom. Vous étiez avec moi à la formation. Je vous reconnais très bien. Bah, je reconnais beaucoup de personnes. Ça fait grand plaisir. Le prof avec les apprenants. Oui, Hanen, c'est ça. Prof, apprenant. Interaction prof, apprenant. Quoi encore? Quoi encore? Entre apprenants aussi. Oui, Fabienne. Apprenons avec apprenants. Individuel avec individuel et individuel avec groupe et groupe avec groupe, enseignant, apprenant, 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 entre élèves, exactement. Mais aussi les binômes, bien sûr, interaction enseignant, apprenant, bien sûr. J'ajoute une interaction jusqu'à maintenant, personne n'a cité c'est là, le jeu de rôle, Marwa, c'est une interaction apprenant ou en groupe, en petit groupe. Oui, exactement. Mais il y a l'interaction avec le contenu. Alors, le travail du nuage mot, c'est une interaction entre les apprenants et le contenu. Là, c'est interaction avec le prérequis. D'accord? Alors voilà, les types d'interactions. Je vous remercie infiniment. Je suis vraiment fascinée par vos réponses. Les activités collaboratives, c'est vraiment un des moyens les plus réussis pour maintenir l'engagement, l'implication des apprenants. Alors, bien sûr, les salles de groupe, les breakout rooms, mais quand on dit breakout rooms, il faut penser à plusieurs éléments qui font réussir le travail en groupe dans les breakout rooms. D'abord, il, mon conseil toujours, c'est les binômes. Toujours. Un travail en groupe, maximum trois personnes. Il ne faut pas que ça dépasse trois personnes. Parce que après, c'est vraiment, il y aurait toujours dans chaque groupe quelqu'un qui est à l'écoute seulement. D'accord? Et quand on est en binôme, c'est obligatoirement les deux vont travailler. Un autre conseil, c'est de ne pas créer les breakout rooms automatiquement. Non, je vous conseille toujours, mais ça vient bien sûr après, quand vous connaissez mieux vos apprenants, je vous conseille toujours de préciser qui travaille avec qui. Une personne timide avec une personne courageuse, extroverte. Une personne qui a un niveau moyen avec une personne qui a un très bon niveau. Ne mettez jamais une personne faible avec une personne très, je ne vais pas dire faible, je suis désolée, il faut pas dire, une personne qui a des difficultés d'apprentissage avec une personne qui n'a pas de difficultés d'apprentissage, qui avance très bien à son rythme. Mais mettez toujours des niveaux
proche, un niveau moyen avec une personne qui a des difficultés. Ça, c'est très important. Mais dans un groupe de trois, d'accord. Essayez toujours de donner des consignes dans les breakout rooms, il faut que la communication passe en français le maximum possible, qu'ils essayent et que personne ne monopolise la parole. Mais il y a aussi d'autres bonnes pratiques importantes. C'est les consignes avant la séparation doivent être très claires. Très claires. La consigne claire et nette comme l'eau minérale. La durée ne doit pas dépasser les 10 minutes. Impossible. OK? Ça va causer un ennui important chez les apprenants. La tâche doit être précise et la production qui est attendue doit être claire pour les apprenants. Ensuite, on parle des activités collaboratives, on parle également des documents partagés en temps réel. J'utilise pour cela Google Doc, Padlet et j'adore Digipad. Tous les collègues qui me connaissent bien que j'aime beaucoup le Digipad. C'est très important, intéressant. Il suffit d'écrire sur n'importe quel navigateur. La digitale. Et la digitale, c'est une grande bibliothèque avec des outils numériques, parmi lesquels Digipad. Vous vous connectez, vous créez un compte et vous pouvez créer différentes digipads. Et à l'intérieur de Digipad, vous pouvez créer un document collaboratif où les apprenants peuvent écrire en même temps leur production écrite et peuvent enregistrer des devoirs audio si vous leur demandez un travail de production de l'oral. Tout ça, il y a des tutoriels sur YouTube en français expliquant toutes les étapes d'une manière très facile. Si vous souhaitez, je partagerai avec Joseph, qui partagerai avec vous par mail peut-être, une liste avec des liens pour ces outils et comment les utiliser. Ensuite, les jeux de rôle, bien sûr, les jeux de rôle sont méga importants, mais bien sûr, on peut les faire spontanément quand on travaille avec très simplement, deux phrases, un mini micro dialogue de deux phrases, d'accord? C'est-à-dire une personne qui exprime son opinion et l'autre exprime son accord ou son désaccord. Ok, d'accord. La gamification du cours, et on parle ici de transformer le cours en game, ludique, travail ludique, d'accord? Et pour le faire, il y a énormément de choses qui vraiment attirent l'attention des apprenants. Les quiz interactifs, Kahoot, méga important pour faire comment s'appelle l'émission de Qui gagne les millions? Question avec quatre choix. Et c'est un jeu que les jeunes adorent, d'accord? Et même les jeunes comme nous. Le système des points et de badges, vous pouvez le créer sur plusieurs outils. Je mettrai ça dans le document que je partagerai avec vous après. Les défis collaboratifs entre groupes, là, ce sont les solutions pour les faire. C'est-à-dire, quand je travaille des quiz interactifs, des jeux, ça vraiment aide à surmonter les défis de travail collaboratif entre les apprenants. Mais aussi, quelque chose qui rend le travail en cours très intéressant, c'est de euh, diviser les apprenants en petits groupes, leur donner à chaque groupe un nom selon leur choix. Je ne sais pas s'ils sont amateurs de football, un nom d'équipe, s'ils amateurs de jeu, un nom de plat, un nom de région. Et après faire des défis entre les groupes en présentant quelque chose chaque, je ne sais pas, 4 séances, un petit projet avec des outils numériques. Et
escape games pédagogiques et je vous donne pour l'escape games une explication parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Je vais vous mettre ça dans notre, comment dire, notre document. Je vais vous donner un certain lien pour savoir de quoi il s'agit les escape games. D'accord? Malheureusement, il faut qu'on clôture notre séance, mais à la fin, je dois vous dire quelque chose de très important. La motivation vient avec les activités, la variation, sauter d'une compétence à l'autre, mais la motivation, la vraie motivation vient vraiment de la part du prof, de, comment dire, quand le prof vraiment s'intéresse. When we care, d'accord? Alors, c'est-à-dire, quand je trouve qu'un apprenant n'a pas envie de travailler, c'est pas grave. Peut-être il y a quelque chose et dans le chat, je peux, avec un message direct à la personne, il paraît que vous n'êtes pas en forme aujourd'hui, mais essayez de nous suivre et cela, apprécier la situation négative de la personne, mettra du crédit et vraiment invitera la personne à être vraiment plus impliquée après. Euh, Oublions un peu, même avec nos apprenants adolescents, si vous enseignez à des adolescents, essayez d'être compréhensible. Essayez toujours d'être les plus patients. Essayez toujours, ne soyez pas ennuyés de motiver, d'inviter, d'accueillir. Votre esprit positif, même en ligne, franchement, c'est l'outil majeur qui attire les apprenants, quoi qu'il soit leur niveau, et pas de commentaires négatifs. Toujours voyez le positif, valorisez-le, appréciez l'erreur parce que c'est un moyen, c'est une étape pour arriver vers l'apprentissage de quelque chose de nouveau. Je laisse le temps à vos questions si vous en avez. Je suis dans le chat maintenant. Je vous remercie tout le monde. Waouh, ça me fait grand plaisir de voir ces commentaires. Merci beaucoup. Posez-moi des questions, s'il vous plaît, j'adore les questions. Ah, merci. Ben, je vous en prie, Kasroun. Iman, Rola, Rola, il y a beaucoup de Rola. Marwa, merci. Merci, Marwa. Merci, Germaine. Djibouti, ah, enchanté, enchanté. Je vous remercie. Ça fait grand plaisir. Des questions, posez-moi des questions, s'il vous plaît. Je voudrais avoir des questions. Ben, il n'y a pas de questions, Joseph. Bon, alors du coup, puisqu'il n'y a pas de questions, je tiens à remercier beaucoup Madame Iman Chokri pour l'animation de ce webinaire. Voilà, il y a une question, comment on peut évaluer le niveau d'un élève selon l'oral? J'ai pas bien compris, mais vous voulez dire comment on peut évaluer le niveau d'un élève en production orale durant une session en ligne, je crois. Oui, oui, oui. C'est possible. Premièrement, si vous avez un groupe, euh, faites la production orale, l'évaluation de la production orale de chaque élève à part, pas devant le groupe. Si vous évaluez une évaluation sommative, ça doit être euh, individuel pour éviter que l'apprenant soit perturbé par un bruit, par des commentaires ou l'intimidité devant les autres. Alors ça, c'est très important. Évaluer les apprenants doit être toujours via une grille d'évaluation personnalisée. On n'évalue pas tout au même moment. On évalue la réalisation de tâches à part, on évalue la morphosyntaxe à part, la phonétique à part, le lexique à part, la cohérence et la cohésion à part pour pouvoir donner à l'apprenant son droit vraiment
à avoir une bonne note à quelque chose quand il a mal fait dans une autre chose et il ne perd pas le tout. Vous voyez, ça doit être comme ça. Kassoun, ma question, qu'est-ce que vous conseillez à une personne qui commence fraîchement le métier de fleu? Ne vous arrêtez jamais à apprendre. Apprendre de tout, de tout. Apprendre sur le fleu, apprendre sur les stratégies d'enseignement, apprendre aussi à transmettre des stratégies d'apprentissage à vos élèves, montrer à vos élèves comment eux, ils doivent apprendre, comment ils doivent pratiquer le français, comment ils doivent améliorer leur niveau en autonomie grâce à votre travail. Ça, c'est très important. Et chercher dans tous les chemins. Kasroun, que ça soit comment j'enseigne la grammaire correctement, implicitement, l'approche actionnelle, comment je développe mes compétences en utilisant l'approche actionnelle dans une classe de FLE. Ce sont mes conseils à vous, Kasroun. Un prochain webinaire pour parler de l'évaluation en ligne, sécuriser l'évaluation. C'est une demande de Joseph. Est-ce qu'on peut prévoir peut-être Oui, ça? bien sûr. De toute façon, il y aura un prochain webinaire le 31 mars après Ramadan. Et du coup, encore, ce sera Iman qui va animer ce webinaire. Vraiment, je ne me souviens pas vraiment de sujet de ce webinaire-là, mais pourquoi pas, bien sûr, avec plaisir. On pourrait prévoir un troisième webinaire consacré à l'évaluation en ligne. Très bien. Voilà, il y a une troisième question et après, on pourrait, voilà terminer ce webinaire, quels sont les éléments de base qu'il doit maîtriser surtout pour un apprentissage en ligne? Alors, vous parlez des apprenants ici, Kasroun. Voilà. Alors, pour un apprentissage en ligne, pour l'apprenant, il n'a pas besoin de maîtriser beaucoup de choses. Il est dans le cours, il a besoin juste de savoir comment utiliser les outils que vous allez utiliser en classe. Alors, vous devez préciser certains outils à utiliser en cours, en ligne, et préparer, par exemple, une explication très simple à vos apprenants pour savoir comment utiliser. Ah, vous parlez de l'enseignant? Non, l'enseignant, il doit maîtriser l'utilisation de la plateforme par laquelle il va faire son cours. S'il utilise Zoom, il doit maîtriser toutes les fonctionnalités de Zoom. Comme il respire, pour faire tac, 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 pour bouger très rapidement. D'accord? Il doit maîtriser les outils qu'il va utiliser. Il ne doit pas se laisser se noyer dans les outils parce qu'ils sont énormes. Utilisez trois, quatre outils, maîtrisez-les et après découvrez-en d'autres. Et maîtrisez même seul, pas avec vos élèves, l'animation. Comment changer votre ton, comment utiliser le verbal. Comme je vois maintenant moi-même, je me vois dans l'écran et je pratique ça. Vous devez pratiquer ça seul pour voir votre voix, votre posture, votre regard, comment vous allez d'un document à l'autre, comment vous partagez l'écran, comment vous arrêtez le partage et ainsi de suite. Voilà mes conseils pour vous, Kasroun. Et franchement, de tout mon cœur, bonne chance et bon courage. Et bon courage à tous les collègues. Bon, merci Madame Iman pour ce webinaire et pour cette animation fantastique. Merci tout le monde d'avoir assisté à ce webinaire. De toute façon, comme je viens de vous dire, il y aura un webinaire le 31 mars. Comme d'habitude, n'oubliez pas de consulter vos mails. Il y aura toujours une invitation qui sera envoyée. Après aussi ce webinaire-là, vous aurez immédiatement un autre mail avec une attestation. N'hésitez pas à, bien sûr, à partager ces attestations-là sur les réseaux sociaux et de parler à vos collègues à propos de ce webinaire. Aujourd'hui, on a pas mal de personnes qui ont déjà participé, mais quand même, notre espace Égypte, il y a à peu près 1900 participants, 1900 professeurs de français qui existent sur la plateforme. Alors pourquoi pas vous commencez à parler de ces webinaires gratuits qui seront animés par plusieurs conseillers, conseillers pédagogiques et aussi des professionnels de domaine. N'hésitez pas à relayer ces infos.
À la fin, le replay, toujours de ce webinaire, sera diffusé sur les réseaux sociaux, surtout sur YouTube. N'hésitez pas aussi si vous voulez la regarder une autre fois la vidéo ou le webinaire. Vous êtes toujours les bienvenus. Je vous remercie tout le monde. Je remercie encore une fois Madame Iman et je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir. Au revoir.